Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour surfer la vague estivale de 28 minutes et dans le grand bain, regardez un peu qui l'on trouve, la belle équipe autour de la table. Bonsoir à vous chers amis. Bonsoir Jean-Mathieu. Et l'actualité, eh bien c'est le SOS des agriculteurs suite à l'enchaînement des sécheresses et des canicules. L'impact sur les cultures est catastrophique. Alors là, par exemple, à la plantation, on voit tout de suite, le plant, tout a cramé directement. Il n'a même pas eu le temps de pousser, tout a brûlé sur place. On a les boules parce qu'on se dit merde, on a passé notre temps à travailler le terrain, à planter tout ça. Forcément, ça fout les boules. Alors comment répondre à cette détresse? Est-il possible d'adapter notre agriculture au dérèglement climatique ou est-ce déjà trop tard? Faut-il davantage stocker l'eau? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui sont interdits de boîte de nuit tant par leur brillance, ils rendent jaloux les boules à facettes, à savoir Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Alors au programme ce soir, Marjorie. On va s'intéresser aux musiques qu'écoutent nos politiques. Récemment, Dominique de Villepin a partagé ses goûts musicaux sur Instagram, une tradition qui a été lancée il y a plus de 10 ans par un certain Barack Obama. Alors la musique serait-elle un nouvel argument de vote? Réponse tout à l'heure. Et oui, et vous Théophile? La chanteuse béninoise Angélique Kidjo vient d'inaugurer son étoile sur le très célèbre Walk of Fame d'Hollywood. C'est la première artiste africaine à recevoir cette distinction. Elle est très fière, elle a raison, c'est carrément la classe. Avoir son étoile sur le Walk of Fame, je vous raconte comment ça marche. Bien sûr, on vous retrouve en fin d'émission, car avant ça, partons vers une contrée où la température est douce, le ciel dégagé et les journées légères. Alors certains appellent ça l'enfance, mais l'écrivain Pierre Adrian préfère nommer cet endroit le pays des étés. Tel est le titre de son dernier roman, ou comment la maison familiale des vacances agit comme un révélateur express de mélancolie. Il est notre invité tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Pierre Adrian. Bonsoir. Vous êtes écrivain, votre dernier livre, Le pays des étés, est paru ce mois-ci chez Gallimard. Je vous présente l'équipe de 28 minutes, Marion Lourd, bonsoir. Julia Van Est. Alors Pierre Adrian, quand on lit ce titre, Le pays des étés, beaucoup de gens le trouvent très beau ce titre en effet, mais alors où se trouve-t-il ce pays des étés justement? Le pays des étés, c'est pour mon cas, c'est la Bretagne. C'est le nord du Finistère, au nord de Brest, dans le pays des Abers. Mais le pays des étés, c'est le pays de chaque Français qui part en vacances. C'est ce pays un peu idéal, imaginaire, où pendant un mois, quelques semaines, le temps s'arrête et voilà, on va à la plage, on fait des promenades, on part à vélo, on boit l'apéro. Et ça peut être en Bretagne, mais ça peut être partout ailleurs. Ou ça peut être un emplacement de camping, ça peut être une maison de vacances. Voilà. Et on va voir pourquoi justement ça joue beaucoup sur la mélancolie dans votre livre. On va parler de tout ça dans un instant, mais on va voir pourquoi vous avez le profil idéal pour nous parler justement de ce pays des étés. Et Olivier Boucreux vous explique pourquoi. Pierre Adrian, vous écrivez les lieux comme on essaie de retenir l'été. Dans votre nouveau roman, la mort de la grand-mère et la vente de la maison familiale bretonne font vaciller tout un monde. Pour faire de nos souvenirs un pays où revenir, vous avez le profil idéal. Pendant longtemps, m'être éloigné de la maison de famille où on passe tous les étés depuis que je suis petit, au mois d'août en Bretagne. Je suis revenu et j'ai un peu renoué avec tous ces lieux de l'enfance. Vous grandissez dans les années 90 à Saint-Cloud, 4e d'une fratrie de 5, mais vos vrais étés sont bretons, à Port-Salle, dans le Finistère Nord, dans une maison où se retrouvent cousins et grands-parents. Vous vous formez à l'histoire et au journalisme, écrivez pour l'Équipe et La Croix avant de publier vos premiers livres. Dans votre bibliothèque, Georges Perros et ses petits riens somptueux, Georges Perec, Philippe Delerme, Albert Camus, le poète et journaliste breton Xavier Graal. Son côté poète le confinait au retrait et il disait écrire c'est être brisé. Donc je pense que je suis vraiment dans ce cas-là. Et des auteurs que vous suivez à la trace jusque dans vos livres, Pasolini, Jacques Kerouac ou César Pavese dans Hôtel Roma. Peut-être que pour paraphraser Bernard Franck, le premier livre sur Pasolini était mon livre d'homme. Le livre sur Pavese est celui d'un écrivain. Et il y a une différence. Auréolé de plusieurs prix, vous vivez aujourd'hui à Rome, ville magnifique et chaotique où il faut, dites-vous, résister à l'émerveillement permanent pour écrire. Le vélo aussi vous aide. Sur les ribines bretonnes, ces petites routes secondaires, vous pédalez pour faire sortir les idées. Avec Que reviennent ceux qui sont loin, la maison bretonne de votre enfance devenait déjà un personnage. Les enfants grandissent, les parents vieillissent, tout le monde bouge, tout le monde change et la maison, elle est là, elle reste là en fait. Dans le pays des étés, elle est vendue après le décès de la grand-mère et devient le témoin involontaire des bouleversements engendrés par le tourisme. Dans la vraie vie, la maison n'est pas à vendre. Je crois beaucoup au pouvoir de consolation des lieux.
Voilà, Pierre-Adrien, le pays des étés. Alors, Olivier Boucron parlait de cette maison qui est en fait eh bien, le personnage principal de ce livre, le pays des étés, qu'on découvre justement après la disparition de la grand-mère de cette famille. Elle ressemble à quoi, cette maison? Et si je devais vous demander un souvenir que vous avez aujourd'hui de votre enfance, que vous avez passé là-bas durant vos étés? Alors cette maison, elle est un peu, elle est en granit, évidemment, Typique. typique, voilà, entourée de cyprès, de haies d'hortensia. On la découvre après avoir passé un petit portail blanc, un peu qui grince. Ouais. Et puis elle prend les vents d'ouest, les vents du nord en hiver. Et un souvenir d'enfance, c'était avec mes cousins petits, on chantait on avait un groupe de rock. Et on chantait, alors c'était avec des raquettes en tennis et des boîtes en plastoc. Et sur une citerne qu'il y avait dans cette maison, on faisait des concerts et nos parents, nos grands-parents supportaient cette musique horrible qu'on chantait. Et ça, c'est un souvenir assez doux de soirée d'été. Ouais. C'est ça, Marion. Ce qui est étonnant dans le livre, et vous le disiez, Jean-Mathieu, c'est que vous rendez un très bel hommage à votre grand-mère qui est toute mignonne et très gentille, mais le vrai personnage, c'est la maison. Et ça, on le voit de plus en plus dans les livres. On le voit par exemple dans le livre de Laurent Mauvigné, où le personnage, c'est la maison vide. On le voit dans le livre de Jean-Baptiste Delamot, on le voit dans le livre de Pauline Perrade. À quoi ça tient? Pourquoi est-ce que finalement les maisons deviennent des personnages de livres? Je crois que on est dans un monde qui va tellement vite, un monde en mouvement, que peut-être qu'avoir un lieu qui nous attend, un lieu où l'odeur est toujours la même, où on reconnaît le meuble sur lequel on posait son doudou quand on était gamin, ou son livre quand on était adolescent, son téléphone maintenant. Bref, je crois que tous ces endroits-là, ça nous rassure, quoi. Et je pense que le lieu, la maison aussi, est un lieu qui permet de se retrouver, de se rassembler. La maison de vacances, en tout cas en ce qui me concerne, c'est une grande colocation l'été, une grande colocation aussi générationnelle. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir l'été vivre au même rythme que la grand-mère, que les enfants, que les parents. Enfin, c'est parfois au cours de l'année, au contraire, les vieilles personnes sont entre elles, les jeunes vont à l'école. Enfin, là, l'été, il y a cette espèce de petit miracle où tout le monde vit ensemble, cohabite, et où le temps s'arrête un petit peu. Je pense que ça, il y a un côté rassurant de la maison, je pense. Et puis cette maison, il va lui arriver quelque chose qui est très contemporain, c'est-à-dire qu'elle va être rachetée et puis les gens vont la rénover, ceux qui vont pour en faire un Airbnb aujourd'hui. Et ça parle à beaucoup. On en parle souvent d'ailleurs de cette marque et de ces locations. Pour vous, ça, par exemple, c'est typique de la dérive du tourisme moderne aujourd'hui? Oui, dans beaucoup de régions d'ailleurs, pas qu'en Bretagne d'ailleurs. Exactement. Déjà, quand on est vacancier quelque part, on se sent toujours un peu étranger. C'est toujours compliqué moi, j'ai toujours été le Parisien en Bretagne, par exemple, alors que j'ai un rapport affectif à cet endroit. J'y vais depuis toujours, mais je serai toujours le Parisien. Mais c'est vrai qu'il y a un nouveau phénomène depuis certaines années, qui est en effet la location à tout crin. Je pense aussi sur des côtes où désormais, avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de monde. Et de fait, des lieux, c'est ce que je raconte dans ce livre, en fait, des lieux qui nous sont chers, qu'on voit depuis toujours, se transforment, se métamorphosent. On voit passer des nouveaux locataires, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes que nous. L'arrivée du bruit sur les plages, du monde. Et ce petit paradis de l'été commence à se sentir un peu menacé. Et ça vous dérange, ça, d'ailleurs, que finalement d'autres gens accèdent à ce paradis? Non, ça me dérange pas, évidemment, mais je pense qu'on a tous forcément un sentiment un peu d'appartenance, grégaire. C'est pareil sur la plage, on a notre emplacement sur la plage, et il y a des gens, quand on arrive, qui sont sur cette plage, on est c'est affreux. C'est pas normal. Oui, bien sûr, c'est ça. Alors Julie, on va voir avec vous que justement pour résoudre vos problèmes, Pierre-Adrien, parce que votre maison est en Bretagne, ça doit pas être facile à gérer en distance et en famille, eh bien on a une solution pour vous, et Julia, vous allez nous dire laquelle? Oui, bien, pour votre maison, Pierre-Adrien, il suffit de télécharger un logiciel très spécial, 100% breton, une appli lancée en janvier dernier par une start-up de Saint-Malo. Cher Héritage, c'est son nom, cher pour, en anglais, ça veut dire partager. L'idée, en fait, c'est que toute la famille peut se connecter sur cette appli et échanger des infos à propos de la maison. Il y a même un réseau social intégré, à ce logiciel. Vous pouvez remplir, par exemple, regardez, un planning partagé, gérer un budget commun, discuter de la déco, avoir accès aux devis si vous devez faire des travaux, et puis à tous les documents administratifs. Et puis si par exemple l'un de vos cousins a oublié de payer une facture, pas de problème, l'appli lance un système d'alerte. Alors il y a un prix bien sûr pour retrouver une forme de sérénité, 10 € par mois. Mais vous, alors comment ça se passe quand vous devez gérer cette maison de famille avec justement tout votre écosystème familial? Est-ce qu'il y a des problèmes parfois?
Heureusement, il n'y a pas tant de problèmes que ça, mais je transmettrai l'information à mes parents. Ça sera très utile. Mais oui, non, il y a des soucis d'organisation. Et puis plus on grandit, quand on est enfant, on se laisse un peu porter, etc. Et puis maintenant, c'est l'âge des responsabilités, voilà, des dépenses, parce qu'une maison demande de l'entretien, évidemment. Donc, non, intéressant, j'irai jeter un œil. Dans votre livre, Le pays des étés, il y a beaucoup de nostalgie. Est-ce que ça veut dire que vous êtes mal à l'aise avec l'époque dans laquelle vous vivez actuellement? Je suis pas mal à l'aise, je suis aussi un jeune homme de mon époque, mais je reconnais la nostalgie, j'en ai pas peur en fait. Enfin, c'est pas forcément le c'était mieux avant, la nostalgie, c'est avoir conscience des bonheurs vécus, des petites joies, c'est ce qui peut-être nous relie à l'enfance aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance assez heureuse, et je pense qu'il y a dans ce sentiment de nostalgie, voilà, un regret du passé. Et puis je pense que plus on grandit, moi maintenant j'ai 35 ans, je commence à avoir perdu un certain nombre de personnes autour de moi, des êtres chers, et donc forcément, leur souvenir, est poussé par cette nostalgie, peut-être cette mélancolie dont voilà, Victor Hugo disait c'est le bonheur d'être triste. Voilà, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Vous l'écrivez dans le livre, il faisait chaud partout ailleurs, sauf ici. Alors ça, c'est en train de changer un petit peu. La Bretagne, elle est en sécheresse. Il y a eu des incendies aussi, bien qu'ils soient beaucoup moins importants qu'ailleurs en Bretagne. Comment vous le vivez, ça? Justement, dans le livre, je parle exactement de ça. Alors, évidemment, il y a des correspondances assez étranges avec ce qui se passe cet été. Je ne l'avais pas choisi, évidemment, mais il y a un moment, justement, une discussion entre les personnages. Mais tu ne crois pas qu'il va y avoir plus de monde avec le réchauffement? Et puis, ces incendies dont on parlait, qui avaient lieu en Italie, au Portugal, maintenant, ils se rapprochent. Il y a eu des incendies dans les monts d'Arrée il y a quelques temps. C'est évidemment en Gironde, là, ça nous a un peu traumatisés. Il y a ces vagues de chaleur. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a cette espèce de sentiment, ce petit moment suspendu de l'été. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effrite, et je pense aussi que maintenant on déconnecte de moins en moins. Moi je vois sur les plages, les gens sont de moins en moins avec des livres, plus avec le téléphone. Vos cousins aussi d'ailleurs, vous le racontez, vos neveux. Ouais, ils sont pas mal sur le téléphone. Exactement, on n'est plus sur le téléphone, donc l'information, les nouvelles s'arrêtent jamais, donc on coupe jamais tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a et puis il y a les problèmes de pollution des plages, évidemment. Vous racontez aussi. Je raconte ça. Donc il y a quelque chose, voilà, un peu un sentiment d'effritement et une petite inquiétude, et je trouve qu'on a ressenti vraiment ça cet été. Ouais. Alors nous sommes le 20 août aujourd'hui, c'est la dernière semaine des vacances pour les Français qui va commencer. Quel était votre sentiment à ce moment-là, quand vous étiez plus jeune, au moment d'aller à l'école, de rentrer, de ranger le parasol? Quel était votre sentiment, vous? C'est déchirant, je détestais l'école, donc moi la rentrée c'était déjà les publicités pour les fournitures scolaires. Ça, c'était déjà... Ah ouais, ça me tuait. Et quand on devait quitter la maison de vacances, quand on devait quitter la Bretagne, c'était toujours un déchirement. Et c'est un peu comme dans les films où on voit l'enfant ou le chien qui regarde la maison qui s'éloigne au loin, comme ça. On regarde jusqu'au bout, et puis on met la corde, on referme le portail. Mais c'était vraiment ça, où il y a un sentiment de ça y est, un nouvel été est passé. Et voilà, et puis ça nous fait penser aux chansons de Laurent Voulzy, de Françoise Hardy. Là, on se retrouvera l'été prochain avec les copains, les cousins, etc. Vous n'aimiez pas la rentrée scolaire, mais maintenant vous êtes dans la rentrée littéraire, donc finalement la boucle est bouclée, on peut dire ça un petit peu pour ça, Pierre-Adrien. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce soir par 28 minutes pour prolonger l'été. Eh bien oui, parce qu'il va falloir le faire maintenant, réfléchir à prolonger l'été. Ça s'appelle Le pays des étés, c'est votre roman, il faut le lire, publié chez Gallimard. Merci beaucoup d'être passé ce soir. Merci beaucoup. Par 28 minutes, Pierre-Adrien. Allez, passons à notre débat. Sommes-nous devant l'une des pires crises agricoles que le pays ait connues depuis 1945? Canicule, sécheresse, la multiplication de ces phénomènes a provoqué des pertes très nombreuses pour les cultures maraîchères et une surmortalité dans les troupeaux. Alors, qui va payer les effets de cette saison catastrophique? Faut-il davantage stocker l'eau ou s'adapter avec des cultures plus résistantes aux fortes chaleurs? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. C'est l'heure des comptes. Après un été marqué par les canicules et la sécheresse, les agriculteurs font grise mine. Leur rendement en ont pris un sacré coup. Les plants, ils devraient être 2-3 fois plus gros, en fait, si vous voulez. Donc, on voit que voilà, ça produit du fruit, mais là, il y a quand même peu de fleurs. On voit qu'il y a des fruits qui sont en train de se former. Mais en termes de calibre, on devrait avoir même des tomates qui sont quand même 2 fois plus grosses. Et les conséquences se font déjà ressentir sur les étals. Les fruits et légumes montrent quelques signes de déshydratation. Les prix, eux, flambent. Plus 13% pour les tomates, les aubergines ou encore les courgettes au mois de juillet par rapport à l'an dernier, selon l'INSEE.
Face à cette situation, le débat fait rage entre les tenants des méga-bassines et de l'irrigation systématique et ceux qui prônent une révolution des méthodes de production. Ça comprend notamment l'agroforesterie, l'utilisation d'arbres, de végétation sur les parcelles. Et on va aussi avoir des pratiques qui sont purement dirigées vers la régénération du cycle de l'eau. En attendant, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé un plan dit d'accompagnement des agriculteurs dont les modalités seront détaillées début septembre. Mais face à un scénario qui risque de se reproduire dans les années à venir, il souhaite que les agriculteurs fassent aussi leur part en adaptant leur culture aux nouvelles réalités climatiques. On peut cultiver dans le sud de la France des amandes, des olives, de la pistache, des fruits exotiques. On voit bien qu'on va pouvoir produire d'autres choses. Ces solutions sont-elles transposables à grande échelle? Face à cette chronique des sécheresses annoncées, l'agriculture française peut-elle s'en sortir? Les baisses de rendement sont-elles une fatalité? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Thomas Gibert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maraîcher en Haute-Vienne. Vous cultivez quoi d'ailleurs? Je suis en maraîchage diversifié, donc à peu près tout type de légumes. Tout type de légumes, très bien. D'accord, maraîcher, donc je disais, donc en Haute-Vienne, porte-parole nationale de la Confédération paysanne. Selon vous, l'immense majorité des maraîchers et des maraîchères est dans une situation clairement catastrophique. Il a fallu abandonner des cultures entières à cause de la sécheresse. Le manque va se faire sentir toute l'année. À vos côtés, Charlène Descolonges, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur hydrologue, spécialiste des cycles de l'eau. Votre livre « Eau vive pour une hydrologie régénérative » est paru aux éditions Actes Sud. Selon vous, pour faire face à de telles sécheresses, il faut penser à une véritable transformation du modèle agricole. Il faut faire en sorte que les agriculteurs soient moins dépendants de l'irrigation ou du stockage de l'eau. Et puis Aurélie Catalo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du programme Agriculture et Alimentation France à l'IDRI. Alors l'IDRI, c'est l'Institut de développement durable et des relations internationales. Selon vous, il n'y aura pas de pénurie de fruits ou de légumes dans le commerce. L'enjeu, c'est que la filière alimentaire, dites-vous, s'organise pour que les consommateurs continuent d'acheter français, même si les produits sont plus petits ou moins calibré. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Marion, et le témoignage du jour. Oui, c'est celui de Cyril Pogu, qui est maraîcher à Pont-Saint-Martin, au sud de Nantes, et que l'équipe de 28 minutes a contacté pour préparer l'émission. On ne sait plus quoi faire des salariés. On va être obligé d'arrêter des contrats. Et pour cause, 3 de ses 5 bassins d'irrigation sont à sec. Il a donc dû arrêter la mise en culture. Et ces derniers mois, toutes ses pousses d'épinards ont été détruites. Et plus de la moitié de sa production de fenouil, il se dit épuisé. Alors, Thomas Gibert, est-ce que c'est un cas particulier ou c'est un cas qui illustre la généralité de la situation ? Non, malheureusement, ce n'est pas un cas particulier. C'est une situation qui est vraiment généralisée sur l'ensemble du territoire et la situation est vraiment catastrophique. C'est-à-dire qu'on a eu, c'est une sécheresse déjà sans précédent, puis qui s'est adossée à des coups de chaud extrêmes qui ont mené à des fleurs qui sèchent, à des coups de soleil sur les fruits et légumes, à un manque d'eau où il a fallu choisir parfois des cultures, abandonner des cultures pour pouvoir en sauver quelques-unes. Donc réellement, nous, les retours que l'on a des territoires, c'est vraiment une situation catastrophique, avec aussi une situation presque de désespoir, avec énormément de maraîchers et de maraîchères qui pensent à arrêter. Là, vous parlez au niveau national, mais rapidement, vous, votre cas particulier, votre exploitation, quel bilan tirez-vous cet été, justement ? Cet été, c'est extrêmement compliqué. Déjà, il y a un surplus de travail du fait de toujours devoir arroser, etc. Et c'est aussi une chute de rendement visible, que ce soit sur les cultures d'été, mais aussi qui vont se ressentir tout au long de l'année, puisque là, on est en train de cultiver en fait tous les légumes d'hiver de stockage. Nous, on s'est notamment spécialisé dans le légume de conservation, et les pertes que l'on a aujourd'hui, c'est les pertes qui vont se répercuter jusqu'au printemps prochain. Donc c'est vraiment une situation qui est compliquée, et on a besoin vraiment de soutien urgent par rapport à cette situation-là. Aurélie Catalo, est-ce qu'on peut chiffrer déjà ces pertes dont nous parlait Thomas Gibert ? Alors, Agreste, qui est la statistique du ministère de l'Agriculture, a donné quelques chiffres début août sur l'ensemble des productions végétales françaises. Malheureusement, on ne les a pas trop en maraîchage pour le moment, mais sur d'autres productions, on sait que par exemple sur le maïs, c'est probablement la pire récolte depuis les années 1980. On sait aussi que globalement sur les cultures, les céréales à paille de printemps, sur les légumineuses à graines, sur les prairies et les fourrages, on est au moins à moins 30%. Et pour les légumes, donc là c'est plus des estimations à dire de témoignages d'agriculteurs, il y a une fourchette très large qui va de globalement moins 30 à moins 70, moins 80%. Là, peut-être la bonne nouvelle, c'est que
l'arboriculture sur certains fruits, comme par exemple les abricots, les pêches, est pas nécessairement en baisse de volume de production, mais fait plutôt face à des fruits plus petits en calibrage. Et donc oui, on commence à avoir des premiers retours qui effectivement montrent bien l'ampleur des dégâts, qui, il faut l'avoir en tête, ne sont pas des dégâts uniquement liés à la sécheresse actuelle, mais le produit d'une sécheresse sur laquelle s'est cumulé énormément de pics de canicule. Et Charline Descolonges, alors une question totalement néophyte. Si d'un coup, là, il se met à pleuvoir pendant quelques jours, est-ce que ça sauve tout ? Ce serait beau. Oui, non, voilà. On peut rêver. Non, la situation est telle que les sols sont extrêmement secs, les nappes baissent drastiquement, les cours d'eau la plupart des cours d'eau, des petits cours d'eau sont à sec. Donc même s'il pleut, en fait, les pluies vont d'abord bénéficier aux premiers centimètres des sols, la végétation, et on peut espérer une légère réhydratation des cours d'eau, mais certainement pas des nappes, en tout cas pour les prochaines semaines à venir. C'est ça, oui. Thomas Gibert, vous avez dû jeter certaines productions, certaines choses qui n'étaient pas en bon état. Clairement, oui, on a par exemple abandonné d'irriguer les pommes de terre cette année, donc il va y avoir une chute de rendement avec du calibre beaucoup plus petit que d'habitude. On a on a récolté aucun haricot par exemple parce que l'ensemble des fleurs ont cramé. Enfin oui, c'est vraiment une situation un peu de jamais vue et aussi de par son intensité et sur l'ensemble du territoire, quoi. Il faut dire que les fruits et légumes ne sont pas les seuls touchés parce que la chaleur, elle perturbe aussi les animaux. Par exemple, il y a plus de mortalité chez les poules et moins d'herbe à brouter pour le bétail. Ça, c'est ce qu'explique Alexis Descamps, qui est éleveur laitier dans le Loir-et-Cher. Normalement, l'été, on a de l'herbe à pâturer encore pour les vaches laitières pour produire du lait. Et là, ça fait depuis début juillet qu'on utilise les stocks hivernaux. Cette année, à partir d'octobre, on aura consommé déjà tous les stocks qui étaient prévus jusqu'au mois de décembre. Donc, il va y avoir un choix qui va se faire. Soit je vais avoir de la chance d'avoir assez d'aliments, soit quand j'aurai fait ma récolte, si j'ai pas assez d'aliments, je vais devoir décapitaliser, c'est-à-dire vendre des vaches. Alors, il y a un chiffre qui est cité de 10% de baisse de production laitière suite à cette chaleur. Aurélie Catalo, vous nous donniez tout à l'heure l'ordre d'idée sur les légumes, les fruits, les céréales. En fait, c'est toute la filière qui est touchée, c'est aussi l'élevage. Tout à fait, c'est aussi l'élevage en raison de l'alimentation animale et puis aussi en raison du stress que ces conditions climatiques font peser sur les animaux. Donc c'est aussi le cas sur les poules, par exemple. Il y a moins d'œufs, c'est ça en fait. On sait qu'il y a moins d'œufs. Il y a moins de lait. Et donc non seulement ça a des conséquences sur les agriculteurs, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais ça a aussi des conséquences pour les autres opérateurs des filières agricoles et alimentaires. Imaginez que mon métier ce soit de collecter du lait. Non seulement je vais avoir une perte d'argent parce que je vais avoir moins de lait à vendre, mais par contre, je vais avoir les mêmes charges parce qu'il va falloir que je collecte le lait dans les mêmes fermes. Donc, je vais faire le même nombre de kilomètres. Donc, c'est un peu une double peine économique qui est aussi à prévoir pour les opérateurs des industries agroalimentaires. Donc, c'est bien le secteur agroalimentaire dans sa totalité qui risque d'être largement secoué, qu'on soit un petit opérateur coopératif ou un gros acteur. Probablement que là, on fait face à une crise inédite, dans la mesure où ça touche tout le monde, sur tout le territoire, dans tous les secteurs. Oui, c'est ça. Alors, on le voit aujourd'hui aussi, Thomas Gibert, est-ce que par rapport à ce qu'on vient de décrire, ce qu'on vient de dépeindre là aujourd'hui, est-ce que clairement, sur les étalages, aujourd'hui, il pourrait y avoir des pénuries de légumes et de fruits ? Aujourd'hui, c'est difficile de le savoir. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que aujourd'hui, pour les maraîchers et les maraîchères, on se retrouve malheureusement presque sans filet de sécurité face à ces aléas climatiques. Et ça, nous, on tient vraiment à le dire et à nommer la responsabilité du gouvernement, des gouvernements Macron, qui ont privatisé le système d'indemnisation de calamités au moment des aléas climatiques, qui l'ont privatisé et qui l'ont rendu complètement inefficient. Aujourd'hui, seuls 18,3% des paysans et des paysannes sont assurés, avec ce système privé. Et ça veut dire que l'immense majorité du reste du monde paysan se retrouve pratiquement sans filet de sécurité, donc qui ont accès à l'ISN, l'indemnité de solidarité nationale, qui indemnise de manière dérisoire. Et nous, on l'a dénoncé depuis le début. Et aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que ce n'est pas possible de rester dans ce système qui exclut une immense majorité. Il faut que ce soit quelque chose d'universel. Et il faut que l'ensemble de la filière mette la main à la poche dans les indemnisations. Parce que c'est pas possible que ce soit que le monde paysan qui porte le risque climatique face à ce dérèglement qui va être de plus en plus intense et de plus en plus récurrent. Nous, on dit qu'il faut que
l'agro-industrie, il faut que la grande distribution, il faut que les semenciers, que les fournisseurs de machines agricoles mettent la main à la pâte dans un fonds d'indemnisation pour qu'on ne soit pas les seuls, puisque eux continuent à se gaver sur le dos des paysans et des paysannes depuis toujours. Et il n'y a que nous qui portons ce risque, et ça, c'est inacceptable. Alors Thomas Gibert, vous avez cité en fait un certain nombre de personnes qui, selon vous, devraient mettre la main à la poche, mais on pourrait peut-être aller plus loin. En 1976, le 3 septembre 1976, après un été caniculaire, le Premier ministre de l'époque, Raymond Barre, décide de répondre au désarroi des agriculteurs par la solidarité nationale, un impôt sécheresse. Est-ce que c'est à méditer pour 2026 ? Les agriculteurs ont été frappés par une calamité nationale. Il est normal, par conséquent, qu'il y ait un effort de solidarité nationale à leur égard. Il est donc normal que l'on ait recours à l'impôt. Alors, Charlène Descoulonges, une forme de solidarité nationale comme en 1976, est-ce que c'est une bonne solution d'après vous ? À situation exceptionnelle, peut-être des mesures exceptionnelles s'imposent. Est-ce que c'est un impôt ? Ça, je ne suis pas qualifiée pour le dire. Néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces événements-là ne sont pas inédits. Je veux dire, il faut arriver à comprendre que ça deviendra la norme. D'ici 2050, la plupart des projections hydroclimatiques misent sur ce type de situation-là, avec des fortes tensions, avec des restrictions de sécheresse. Et donc, un impôt, selon moi, ne sera pas suffisant si on doit le répéter chaque année. Aurélie Catalo nous a annoncé qu'il y aura un plan global, donc le 3 septembre, le temps de faire le bilan. Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose ? Et est-ce qu'en effet, puisqu'on dit toujours les Français aiment leurs agriculteurs, est-ce qu'il faut en appeler à la solidarité nationale finalement aussi ? Oui, prenons quelques ordres de grandeur budgétaire. Pour l'instant, ce que le ministère de l'Agriculture pourrait éventuellement mettre sur la table, ils nous ont parlé de 300 millions d'euros. Je me suis renseignée sur cet impôt exceptionnel de 1976. Ouais. À l'époque, ça correspondait à 2,2 milliards de francs. Si on convertit avec l'inflation, c'est 1,6 milliard d'euros à peu près aujourd'hui. Ah oui, donc on est loin des 300 millions. Si on regarde aussi, on compare à la totalité du budget de l'État français sur l'année 2026 pour l'agriculture, donc pour tout ce qui a à faire avec l'argent national, on est à 4 milliards. 1,6 milliard par rapport à 4 milliards sur toute l'année. Donc on voit bien qu'on est sur des efforts budgétaires qu'à l'époque on pouvait éventuellement se permettre, qui aujourd'hui sont davantage contraints. Je ne dis pas qu'un tel effort ne se justifierait pas. Je dis juste qu'il faut voir la proportion d'argent public dont on est en train de parler. Et dans tous les cas, si on demande cet effort aux contribuables, si on parle d'une taxe, il faut avoir en tête que ça n'empêcherait pas les hausses de prix en magasin. Ce sont deux choses différentes d'indemniser les agriculteurs. Et donc, ça veut dire qu'on demande aux citoyens d'intervenir à deux endroits, en tant que contribuable et en tant que consommateur. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on est en train tacitement de mettre sur la table un débat extrêmement tabou en France, mais qui semble indispensable, qui est face au changement climatique et face à la transition qu'on demande aux agriculteurs, quel est le vrai prix de l'alimentation et comment est-ce qu'on se réorganise macroéconomiquement en France pour rendre accessible une alimentation de qualité à tous. Alors on va continuer à en parler. Justement, Julia, quand en Espagne, les canicules sont fréquentes, pourtant c'est le premier pays producteur de fruits et légumes en Europe. Alors, quel est leur secret ? Eh bien, ils ont mis en place tout un système d'irrigation en fait pour lutter contre la sécheresse. Cela passe déjà par le traitement des eaux des villes qui sont réutilisées massivement dans l'agriculture. Ça passe aussi par la récupération des eaux de pluie. Elles sont stockées dans des sortes de lacs artificiels. Vous le voyez, plus de 1000 bassins et retenues d'eau dans toute l'Espagne. Et en cas de sécheresse, l'eau est utilisée par les particuliers et les agriculteurs dans les régions brûlantes du sud de l'Espagne. Eh bien, les Espagnols se sont mis aussi à réutiliser de très anciens canaux datant du Moyen-Âge pour acheminer l'eau vers les champs et les nappes phréatiques. Et dans les champs, justement, des petits tuyaux sont disséminés dans les cultures. L'eau arrive directement aux racines des plantes pour réduire les pertes par évaporation. Ça s'appelle la technique du goutte à goutte. Une image, enfin, Jean-Mathieu, pourrait résumer ce qui est devenu le modèle agricole espagnol. Dans la très chaude Andalousie, il y a ce qu'on appelle cette mer de plastique où 3,5 millions de tonnes de fruits et légumes sont produits par an. On le surnomme aussi le potager de l'Europe, des serres en fait qui s'étendent sur plus de 30 000 hectares. Pour vous donner une idée, c'est près de 3 fois la superficie de Paris tout de même. Alors au final, en Espagne, environ 23% de la surface agricole utile est irriguée. C'est 3 fois plus qu'en France. Charlène Descoulonges, est-ce que la France ne doit pas s'inspirer du modèle espagnol, tout simplement ?
Je ne pense pas qu'on ait à envier nos voisins espagnols quand on regarde ces images de mer de plastique. L'Espagne a fait le choix d'investir massivement dans ses infrastructures hydrauliques, de stockage, de transfert, de réutilisation, voire de dessalement de l'eau de mer. Il faut savoir que c'est très coûteux et c'est même presque contre-productif. Certaines études désignent l'Espagne comme une région du monde qui, de manière contre-intuitive, aggrave les pénuries d'eau. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une grande retenue artificielle pour l'irrigation agricole, en fait, on peut se sentir plus vulnérable aux sécheresses parce qu'on conforte une demande en eau qui augmente. Non seulement avec le changement climatique, mais aussi avec de nouveaux usages, etc. C'est l'effet rebond, c'est l'effet réservoir. En Espagne, il fait toujours très chaud. On n'a pas l'impression qu'ils souffrent autant que nous, justement, d'aujourd'hui de la sécheresse. Et on a l'impression qu'ils produisent toujours leurs légumes. Alors ça, c'est peut-être une vision un peu éloignée. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup de soucis, notamment d'approvisionnement en eau potable, etc. Mais moi, ce que l'on veut dire surtout, c'est que sur la politique de l'eau, nous, on n'est clairement pas contre le stockage de l'eau, on n'est pas contre l'irrigation. Moi, je suis moi-même irrigant, j'ai moi-même un projet de stockage sur ma ferme. Ce que l'on dit, en revanche, c'est que la ressource, elle va être de plus en plus rare. Et il va falloir qu'on réfléchisse à une vision stratégique long terme pour pouvoir donner accès à un maximum de paysans et de paysannes accès à cette ressource et surtout aussi prioriser ce que l'on souhaite irriguer. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la politique du premier arrivé, premier servi. Donc, du coup, il y a des situations où il y aura des gros irrigants qui vont irriguer, par exemple, du maïs voué pour les méthaniseurs, pour de la production énergétique, quand à côté, un maraîcher va se retrouver, refuser l'accès à l'eau du fait de cette priorisation du premier arrivé, premier servi. Donc on a besoin d'une politique de priorisation et on a besoin de limiter aussi l'accaparement de cette ressource par quelques-uns. Et ça, c'est la situation des méga-bassines, puisque aujourd'hui, notamment dans les Deux-Sèvres, etc., il y a bon nombre de petits maraîchers qui se retrouvent avec des forages à sec du fait que des gros irrigants ont pompé dans les... Faites une distinction entre retenue d'eau et méga-bassines. Voilà, pour bien expliquer, voilà, c'est ça, en effet. Aurélie Catalo, effectivement, la France, elle irrigue beaucoup moins que les autres pays. C'est 6,8% des surfaces agricoles. Elle irrigue moins que l'Espagne, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on irrigue moins, en fait? Mais il faut voir ce qu'on compare. C'est vrai qu'on regarde souvent ce 6,8% de la surface agricole française irriguée comparé aux plus de 20% en Espagne, en Italie, en Grèce, autres pays méditerranéens. Mais comparons ce qui est comparable dans le pourtour méditerranéen français. Donc, par exemple, la région PACA, le pourcentage de la surface agricole utile française, donc irriguée là-bas, c'est 20%. Donc on est dans les mêmes ordres de grandeur. La France entière n'a pas le climat méditerranéen. Une partie de la France a un climat plutôt plus proche de l'Allemagne, on pourrait dire. En Allemagne, c'est moins de 5% de la surface agricole utile qui est irriguée. Donc on a aussi adapté nos besoins à l'irrigation en fonction de la diversité des climats. Avec le changement climatique, faudra-t-il davantage gérer l'eau et quitte à avoir davantage de surface agricole utile irriguée en France aussi? Oui, sans doute, mais à condition de priorisation des usages, y compris au sein du secteur agricole. Charlène Descolonges, est-ce que la solution, si ce n'est pas que la France s'améliore sur le recyclage des eaux usées, comme ça se fait en Espagne par exemple? Alors, le recyclage des eaux usées va pouvoir se faire à certains endroits, notamment sur le littoral, puisque lorsqu'on rejette l'eau des stations d'épuration, celle-ci va généralement dans un cours d'eau. Si on enlève cette eau en été, on aggrave les sécheresses à l'intérieur du territoire, à l'intérieur des terres. Donc, on va pouvoir réutiliser à certains endroits seulement au niveau des côtes. Il faut savoir aussi que ça coûte plus cher, que ça demandera aussi de l'énergie, mais on préférerait avoir d'autres manières d'irriguer et de gérer l'eau, comme on le dit, notamment par des pratiques agroécologiques qui permettent d'augmenter le taux de matière organique dans un sol et donc garder l'eau plus longtemps par des pratiques qui, justement, avec des couverts végétaux, des arbres, des haies, des zones humides, des mares, tout ce qui permet à l'eau de s'infiltrer et d'être le plus longtemps gardée dans le sol. Plutôt que les eaux usées, voilà, parce qu'on se dit, voilà, il y a des pays en effet où il fait très chaud, des pays notamment au Proche-Orient qui utilisent justement beaucoup les eaux usées. Oui, mais la question, c'est est-ce qu'on n'est pas plus vulnérable finalement avec ces technologies-là qui demandent de l'énergie, de l'argent et beaucoup de concertation, parce qu'encore une fois, on va devoir être amené à prioriser les usages. Si on veut s'adresser à l'ensemble de l'agriculture et donc à l'ensemble des filières, on peut tout à fait mettre en place des pratiques qui visent à avoir une plus grande résilience hydrique face aux extrêmes de pluie et aux sécheresses et des vagues de chaleur. Aurélie Catalo, est-ce que la solution, c'est pas aussi de changer les cultures, de faire par exemple moins de maïs qui est très gourmand en eau et plus de sorgho ou de lentilles
Bien sûr que parmi le panel de solutions à envisager, il y a les changements des espèces et des variétés. Par exemple, sur certaines céréales, on a raccourci les racines parce que ça avait d'autres vertus par rapport à des résultats agronomiques qu'on cherchait. Aujourd'hui, pour une plante, avoir des racines profondes qui sont capables d'aller chercher l'eau un peu plus loin, ça devient quelque chose d'intéressant. Donc ça fait partie des leviers activés, de même que les leviers autour du sol, de la couverture des sols, de l'augmentation de la matière organique. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Dans tous les cas, il n'y a pas de réponse unique applicable à l'ensemble des fermes françaises, à l'ensemble des territoires, mais il y a bien un effort d'adaptation, de reconception de nos systèmes de production et pas uniquement d'augmentation des besoins en eau. Un mot, Thomas Gibert, juste une chose aussi, nous, voilà, en tant que consommateurs, on a peut-être aussi un rôle, c'est vrai, à jouer par rapport aux fruits et légumes à acheter. Il y a, vous savez, les fameux légumes moches, comme on dit aujourd'hui. On les met en avant, on dit attention, voilà, c'est pas parce qu'ils sont moches qu'ils ne sont pas bons. Est-ce qu'aussi, il y a cet effort, est-ce que vous demandez, vous aussi, aux consommateurs, finalement, d'aller aussi dans votre sens, finalement, aussi de consommer mieux, d'acheter mieux ? En réalité, c'est aussi à la grande distribution de faire des efforts. Ouais. Et là, on les entend beaucoup en période de crise à se gargariser en tant que sauveurs du monde paysan. Nous, on est extrêmement en colère de cette position extrêmement abusive, puisque on le rappelle quand même que c'est la grande distribution qui tire toujours plus les prix vers le bas, qui est responsable de l'effondrement du nombre de paysans, qui pousse toujours aussi aux normes qualitatives, visuelles des légumes à tenir et qui pousse à jeter énormément de légumes aujourd'hui. Donc nous, ce que l'on dit, oui, il faut que la grande distribution fasse des efforts, mais ça devrait être la norme générale pour l'ensemble du moment. Et aujourd'hui, on a besoin effectivement de mesures d'urgence de soutien de l'agriculture, mais on a besoin de réponses structurelles pour un revenu paysan. Parce que sans revenu, il n'y aura pas de changement de modèle plus résilient. Voilà, à voir en tout cas ce que annoncera la ministre en tout cas le 3 septembre prochain. Merci beaucoup à vous trois d'être passés ce soir par le plateau de 28 minutes. Allez, dans un instant avec les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, nous verrons pourquoi autant de politiques partagent leur playlist musicale. Et oui, c'est une tendance. Avant de nous intéresser au Walk of Fame de Los Angeles, là où la chanteuse Angélique Kidjo vient d'inaugurer son étoile. Comment faire, si ça vous intéresse, pour obtenir cette reconnaissance. Mais tout de suite, rejoignons Victor de Quiver, l'homme qui enduit de Monnoye la culture générale afin de lui donner bonne mine. Il connaît tout sur tout et ce soir, dans Vous dînerez moins bête, la réponse qui plaira, j'en suis sûr, à tous les défenseurs des animaux. Faut-il brûler les chats pour chasser le diable ? Faut-il brûler les chats pour chasser le diable ? La question vous paraît farfelue, et pourtant. 13 juin 1233, le pape Grégoire IX publie une bulle papale importante, la Vox in Rama. Il y dénonce les hérétiques et décrit leurs rituels sataniques présumés. Au cœur de ces cérémonies diaboliques, selon lui, trône souvent un chat noir de la taille d'un chien de taille moyenne. Et tenez-vous bien, les participants lui embrasseraient l'arrière-train. L'Église vient de sceller le destin des chats pour des siècles. Ils sont désormais des serviteurs du diable. Cette déclaration a un impact dévastateur. Les chats, surtout les noirs, deviennent des créatures démoniaques. On les massacre par villages entiers. Seuls ceux qui portent une marque blanche sur la poitrine, appelée le doigt de Dieu, échappent parfois au bûcher. Au XIIIe siècle, l'Inquisition commence. Les procès en sorcellerie se multiplient. Entre 1450 et 1750, des milliers de femmes accusées de sorcellerie sont brûlées vives. Et parfois, posséder un chat, quelle que soit sa couleur, suffit pour vous conduire au bûcher. On ne prend pas de risque avec le diable. En France, une tradition macabre s'installe. Loin des feux de la Saint-Jean, le 24 juin, on enferme des chats vivants dans des sacs ou des tonneaux avant de les jeter dans les flammes. Un document de 1573 mentionne même un paiement à un commissaire parisien pour avoir, je cite, fourni pendant 3 ans tous les chats nécessaires au dit feu. Protéger les villageois du mal, certes, mais le dit document mentionne aussi un renard ajouté au feu pour donner du plaisir à sa majesté. Mais le diable n'est jamais là où on l'attend, ce massacre a des conséquences tragiques. En éliminant les chats, l'Europe se prive de son meilleur prédateur de rats et de souris. Résultat, les rongeurs prolifèrent et propagent la peste bubonique qui tue entre 30 et 60% de la population européenne au XIVe siècle. Il faudra attendre 1648 pour que Louis XIV, grand amateur de chats, interdise enfin de les brûler. Mais le mal est fait. Voilà, vous dînerez moins bête. Merci beaucoup Victor de Quiver et merci à Titien Cordani pour la réalisation et on embrasse tous les chats qui nous regardent bien sûr. En tout cas je sais qu'ils sont très nombreux. Allez, il est temps d'aller retrouver Marjorie Adelson et Théophile Cossa. On commence avec vous Marjorie. Ce soir on parle musique, mais pas n'importe laquelle, celle que les politiques
prétendent. Écoutez. Oui, après la déclaration de patrimoine, la déclaration musicale. Emmanuel Macron aime Charles Aznavour et Johnny. François Hollande apprécie France Gall et Clara Luciani. Ces derniers temps, les politiques partagent leurs goûts musicaux au grand public. Dernière en date, Dominique de Villepin, depuis le mois d'août. Oui, chaque semaine, l'ancien Premier ministre nous dévoile sur Instagram un titre qu'il apprécie, vous le voyez. On retrouve notamment le chanteur américain Frank Ocean ou encore la chanson Zombie de l'artiste nigérian Fela Kuti, une chanson contestataire du mouvement Afrobeat, et ça donne ça. Zombie, oh zombie, zombie. Voilà, le choix de la chanson est accompagné d'un texte explicatif de Dominique de Villepin qui aurait presque des allures de slogan politique. Non à l'ordre injuste, non à la force sans droit et non à la fatalité, nous dit-il. Ça ressemble à son discours à l'ONU en 2003, mais version musicale. Ce n'est pas le premier d'ailleurs à partager sa playlist, Dominique de Villepin. D'où vient cette tendance ? Eh bien, on la doit à un certain Barack Obama. Chaque année depuis 2015, il publie sa playlist d'été et chaque année, c'est un événement. Cette année, on retrouve dans son palmarès Earth, Wind and Fire ou encore David Bowie et cette chanson. Voilà, Modern Love est des exemples très bons choix, comme ça il y en a plein. Lorsqu'il était Premier ministre du Canada, Justin Trudeau avait fait de même. Pareil pour un certain Benoît Hamon, c'était en 2017. Et on y retrouvait notamment Django Reinhardt ou encore Nina Simone. Et il l'avait publié sur son site de campagne. Parce que la musique, c'est un argument électoral. Donc. Eh bien, en tout cas, ça permet de jouer la proximité avec les électeurs. Quand Emmanuel Macron cite Charles Aznavour, il déclenche une Madeleine de Proust chez des millions de Français. Souvent, ces choix musicaux, les choix musicaux de ces politiques sont assez éclectiques. Et parfois, on est surpris. À votre avis, qui aime Alain Souchon, Whitney Houston et Gims? Jean Castex. Non, c'est une femme politique et c'est Rachida Dati. Édouard Philippe dit, écoutez, lui, Dire Straits, Bach, mais aussi Bernard Lavilliers. Alors, ces prétendus goûts, sont-ils honnêtes ou est-ce un acte électoral déguisé en confidence? Surtout que parfois, ça se retourne contre eux. Souvenez-vous, par exemple, en 2006, au Royaume-Uni, Gordon Brown, ancien Premier ministre qui était alors ministre des Finances, avait affirmé se réveiller chaque matin en écoutant Arctic Monkeys. Problème, il avait été incapable de citer un seul titre. Ah oui, d'accord. Ça peut être un peu gênant. Moralité, la déclaration musicale, c'est comme la déclaration de patrimoine. Tout n'est pas toujours tout à fait exact. C'est vrai, Marjorie, merci beaucoup. Allez Théophile, on passe à vous. Alors on reste un peu dans le domaine de la musique, aussi avec la chanteuse béninoise Angélique Kidjo qui vient d'inaugurer son étoile sur le très célèbre Walk of Fame de Los Angeles. C'est la première artiste africaine à recevoir cette récompense. Alors au fait, avoir son étoile justement sur cette avenue, sur le boulevard, comment ça marche? Vous posez la question pour un ami, c'est ça? Exactement, on n'arrête pas de m'appeler depuis tout à l'heure. Le Walk of Fame, l'allée des célébrités, située sur Hollywood Boulevard et Vine Street, dans un quartier autrefois réputé pour ses cinémas, devenu aujourd'hui ultra touristique. L'attraction, bien sûr, ces trottoirs où sont incrustés quelques 2850 étoiles et sur chaque étoile, le nom d'une personnalité. Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Céline Dion, Charles Aznavour, on peut en citer un comme ça toute la nuit. Et un petit logo qui indique dans quelle catégorie cette star brille ou a brillé. Donc cinéma, musique, mais il y a aussi télévision, radio, spectacle vivant. Et depuis peu, Sports Entertainment. David Beckham vient par exemple d'obtenir son étoile. Le concept existe depuis la fin des années 50, imaginé par la Chambre de commerce d'Hollywood qui voulait à l'époque redonner du souffle au cinéma alors en perte de vitesse en glorifiant ses icônes. Et comment justement sont choisies alors ces personnalités? Oui, alors voyons pour le cas de votre ami, Jean-Mathieu. D'abord, il ne peut pas les demander... initiales sont simples, c'est JMP. Oui. D'abord, il ne peut pas demander lui-même son étoile. Il doit être proposé par quelqu'un d'autre, un fan, un producteur, une maison de disques. Bon, il faut ensuite qu'il remplisse certains critères. Avoir excellé dans sa catégorie pendant au moins 5 ans, au hasard être un super acteur, chanteur, un animateur vedette sur Arte. Pourquoi pas avoir des engagements caritatifs ou philanthropiques? C'est un plus. Peut-être que c'est le cas de votre ami, Jean-Mathieu. Et garantir d'être présent lors de la cérémonie d'inauguration de votre étoile. C'est le Walk of Fame Selection Committee, un comité composé uniquement de membres qui ont déjà leur étoile, qui se réunit une fois par an pour examiner les candidatures, 200 à 300 en général, et qui en gardent une trentaine. Les noms sont ensuite approuvés par la Chambre de commerce d'Hollywood. Ça s'arrête là, c'est tout? Non. Vous savez, aux États-Unis, rien n'est gratuit. Je vous parlais de la cérémonie. Eh bien, pour qu'elle ait lieu, il faut débourser
85 000 $ et enveloppe qui sert aussi à financer la fabrication de l'étoile, son installation, l'entretien du Walk of Fame, des frais de sponsoring généralement payés par le studio de cinéma ou la maison de disques pour faire la promo du film ou de l'album. Et alors, pour rassurer votre ami Jean-Mathieu, si jamais ça marche pas, vous pouvez lui dire que, aussi dingue que ça puisse paraître, d'autres énormes stars n'ont pas leur étoile sur Hollywood Boulevard. DiCaprio, De Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, certainement parce qu'ils ne sont pas intéressés. Peut-être que c'est ça le comble de la célébrité. En attendant, félicitations à Angélique Kidjo, un grand artiste engagé. Et puis au prochain Français arrivé sur Hollywood Boulevard en 2027, David Guetta et peut-être votre ami, Jean-Mathieu. C'est bien aussi de rêver. Il paraît qu'il a appelé son banquier, là, à l'instant. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous deux. C'était un vrai plaisir de vous avoir durant tout l'été. Merci, bien sûr, aussi à vous, à suivre sur Arte les premiers épisodes de votre série De Grâce ou comment une famille de dockers se déchire sur fond de trafic avec, entre autres, Olivier Gourmet. Un grand merci aussi à vous, bien sûr, d'avoir été aussi fidèle à 28 minutes cet été. Et surtout, vraiment, on embrasse très, très fort aussi notre productrice, Tatiana Lisitsky, pendant ces 2 mois d'été, enfin, ou même un peu moins. En tout cas, vraiment, elle a tenu la barre avec passion et persévérance. C'était formidable. En tout cas, voilà, c'était très chouette de vous accompagner durant cet été. Nouvelle fois, demain, ce sera Benjamin Sportouche pour le club de 28 minutes. Très belle soirée sur Arte. Tchuss.